On part à 1 heure de Toulouse, à côté de Saint-Gaudens, pour une affaire de disparition plus que mystérieuse. Dans cette affaire, plusieurs personnes ont été soupçonnées. Parmi elles, plusieurs serial killers. Parmi toutes les pistes qui ont été explorées, aucune n'a abouti à la résolution de l'affaire. Vous allez voir, il y a des détails qui sont très intrigants. On va les passer en revue ensemble. Mais avant de commencer, je vous invite à vous abonner. Si vous aimez ce genre d'affaires, likez et après on y va. Ce 2 mars 1992, après avoir passé la journée chez sa mère à Cuburon, Corinne, une aide-soignante de 29 ans, doit regagner son domicile de Calmont, à plus d'1 h 30 de là. Mais au bout d'une demi-heure, c'est la panne. Sa jauge d'essence l'a encore trompé. La jeune femme va avoir le temps de stationner sa voiture dans un chemin en perpendiculaire de la nationale 117, à hauteur de La Bartinard. Puis elle va se saisir d'un bidon vide qu'elle a toujours dans son coffre et va se diriger vers les habitations toutes proches pour demander qu'on la dépanne en carburant. Malheureusement, en vain. Il est environ 19 h 30. C'est le crépuscule. Et Corinne va se volatiliser dans la nuit glacée. Et 30 ans après, le mystère plane toujours sur sa disparition. Bon, voyons ça d'un peu plus près. Alors il y a très peu d'articles concernant la disparition de Corinne Lazzari dans les médias. Et ils sont plus ou moins contradictoires. Notamment au niveau de la date de la disparition. Il y a des articles qui disent qu'elle a disparu dans la soirée du 2. Il y en a d'autres qui disent qu'elle a disparu dans la soirée du 1er et que le véhicule a été retrouvé le 2. Alors, si elle a disparu le 1er, ça a une certaine logique parce que c'était un dimanche. On peut penser qu'elle a passé le dimanche avec sa mère, qu'après elle est repartie, elle a disparu le dimanche soir et le véhicule il a été retrouvé le lendemain, donc le 2. Mais en même temps, vu qu'elle était aide-soignante et que les aides-soignantes peuvent travailler le dimanche, elle a très bien pu avoir son jour de congé, le 2, donc disparaître le 2, et que le véhicule soit retrouvé le 3. Bon, c'est pas très important parce que c'est une disparition de longue date. À un jour près, ça jouera pas. Mais ça aurait été bien quand même d'avoir la date précise. Voilà, disons que c'est ou le 1er ou le 2 mars. Quoi qu'il en soit, donc elle tombe en panne, elle va chez des riverains demander de l'essence, et il y a un témoin qui dit que elle a vu Corinne repartir, qu'il y a un véhicule blanche qui serait un véhicule Peugeot, s'engouffrer dans le chemin, Corinne serait montée dedans, et le véhicule serait reparti en marche arrière. Voilà, alors ce témoin c'est sûrement un des riverains, bien sûr. Au niveau du véhicule, il y a des articles où ils disent que c'est juste une Peugeot blanche, il y a des articles où ils disent que ça peut être un véhicule tout-terrain. Mais bon, en pleine nuit, et le témoin c'est une femme, donc on ne sait pas ce que c'est exactement comme modèle de Peugeot. Là, bien sûr, ce conducteur là d'une Peugeot, il apparaît de suite comme suspect. Seulement, il y a un autre témoin, un pompiste, qui dit avoir vu Corinne à sa station-service avec un bidon à la main. Donc ça, il l'aurait vu après qu'elle soit partie dans ce véhicule blanc. Alors est-ce que le véhicule blanc l'a tout simplement prise en charge, lui a dit je te dépose à une station-service, l'a déposé et après est parti? Dans ce cas-là, ça le disculperait, ce conducteur d'un véhicule blanc. Ou est-ce qu'il l'a déposé à la station, il attendait un peu plus loin, ou même il attendait à la station mais le pompiste n'a pas fait le rapprochement, et après il a rembarqué Corinne et au lieu de la ramener à sa voiture, il l'a embarqué, il s'en est débarrassé. On ne sait pas. Quoi qu'il en soit,
le véhicule de Corinne, qui était une Renault 20 diesel blanche, elle a été retrouvée fermée à clé, avec le sac à main, avec ses papiers posés sur un siège. Pourquoi partir et laisser le sac à main en pleine vue sur le siège? Bon, c'est vrai que c'est pas dans la ville, c'est un endroit très isolé. Il ne doit pas y avoir des millions de personnes qui sont susceptibles de passer, de casser la vitre pour voler le sac. Mais quand même. Il n'y a pas l'information de savoir si dans le sac elle a laissé les moyens de paiement, les cartes bleues, le liquide, les chèques, on ne sait pas tout ça. Il n'y a pas cette information. Et pourtant ce serait intéressant de le savoir parce que si elle est partie sans argent, comment elle aurait pu payer là-bas à la station essence? Ça peut vouloir dire que le pompiste il a fait une erreur, que c'est un témoignage bancal, ça que c'est pas Corinne Lazzari qui l'a vu. Donc bon, après au niveau des recherches, on va voir un peu ce qui s'est passé. Il y a eu pas mal de pistes, mais bon, il y en a une qui saute aux yeux, c'est celle de Patrice Allègre, puisqu'à l'époque il sévissait dans la région. Patrice Allègre, il a une période blanche, comme Fourniret. La scène, elle s'étale de 90 à 97, et cette disparition, elle tombe en plein dedans en 92. Seulement, dans cette affaire, Patrice Allègre, il a été disculpé. Il n'y a pas l'information de savoir comment, s'il avait un alibi ou quoi que ce soit, mais il a été écarté dans cette affaire. Pourtant, il aurait évoqué une autostoppeuse qu'il aurait pris sur la nationale à hauteur de la Bartinard. Mais après ça on ne sait pas si c'est les médias, on ne sait pas si il a été interrogé, que les enquêteurs lui ont dit ouais t'as pas pris une autostoppeuse, quelqu'un qui marchait au bord de la route à la Bartinard, tout ça, que lui il a dit ouais peut-être. On ne sait pas exactement, mais quoi qu'il en soit il est disculpé dans cette affaire. Il y avait un autre détail qui pointait vers Allègre. C'est maigre comme détail, mais bon. C'est que Corinne, elle vivait avec une fille. On ne sait pas si c'était sa colocataire ou sa petite amie. Quoi qu'il en soit, cette fille, elle était fêtarde. Elle fréquentait beaucoup le monde de la nuit à Toulouse. Et elle disait connaître un videur de boîte de nuit ici à Toulouse. Et Patrice Allègre, il a été videur ici à Toulouse. Donc c'était encore un point qui pouvait pointer vers lui, mais bon. Aussi, on sait que en 97, 5 ans après la disparition, alors qu'il était en cavale, Patrice Allègre, il est allé en Allemagne, mais il est passé en Belgique aussi à Ostende. On ne sait pas ce qu'il a fait là-bas ni rien, mais il faut savoir que Corinne et sa colocataire qui était terrorisée après la disparition, 3 semaines avant que Corinne se volatilise, elles sont montées en Belgique, soi-disant pour toucher un héritage, mais personne ne sait à quoi correspond cette histoire d'héritage. Il n'y a pas eu de vérifications qui ont été faites chez les notaires pour savoir d'où il venait cet héritage, s'il y avait vraiment un héritage ou quoi que ce soit. Alors qu'est-ce qui a pu se passer? Il a pu se passer qu'il n'y avait pas d'héritage, qui sont montés par rapport à un trafic. Donc elle monte en Belgique pour... bon, j'accuse pas, hein, c'est des scénarios. Pour toucher de la drogue, pour quelqu'un. L'argent qu'elles ont, c'est pas l'héritage, mais en fait c'est l'argent qu'elles ont touché pour passer la drogue. Seulement il y a quelque chose qui a tourné au vinaigre, une histoire de rip deal ou quelque chose. Et après les représailles ont été faites sur Corinne. La coloc sait qui c'est pour ça qu'elle était terrorisée. Bon, c'est le scénario. Alors on sait que Patrice Allègre, il faisait du trafic de drogue et tout, mais ça peut être un autre trafiquant, ou ça peut être tout autre chose. Au niveau des voyages qu'avait effectué Corinne, il y a un détail qui est troublant aussi. C'est que la mère, elle a retrouvé
des photos qui avaient été prises lors d'un de ses voyages. Et dessus on voit Corinne, mais il y a une partie de la photo qui a été découpée. Comme s'il y avait une personne qui voulait pas qu'on la voit dessus. Mais en même temps, ça a pu être une personne avec qui Corinne s'est fâchée, qu'elle s'est énervée, elle a dit je veux plus voir sa figure et elle l'a coupée, elle, on ne sait pas. Bon, au niveau des pistes, après, on peut déjà éliminer celle de la disparition volontaire parce que on l'a vu, elle part sans son sac à main, sans ses papiers. Depuis, il n'y a plus de mouvement sur le compte en banque. Et il y a ce détail qu'elle elle part à pied au bord d'une route et elle disparaît. Bon, à moins qu'elle ait été prise en stop par quelqu'un, que sur un coup de folie, elle décide de partir avec lui et tout. C'est possible, mais c'est vraiment beaucoup trop tiré par les cheveux. Après, une piste qui ne peut pas être écartée, c'est celle du suicide. Corinne, elle tombe en panne. Elle pète un plomb. Elle galère, elle décide d'en finir. Alors, il n'y a pas de corps qui ont été retrouvés. Mais là-bas, c'est vraiment rural. Voilà, il y a moult endroits pour se cacher et ne jamais être retrouvé. Il y a des recherches qui ont été faites. Notamment en octobre 2001, ils ont vidé le barrage de Caser pour voir s'ils retrouvaient pas le squelette. Ça n'a rien donné. Mais ils n'ont pas fouillé toute la région au peigne frais. S'il faut, Corinne elle est partie dans un endroit, elle a mis fin à ses jours. C'est une possibilité aussi. Mais bon, avec tous les tarés qui avaient de passage ou qui vivaient à proximité, à mon avis, c'est quelque chose de plus funeste qui s'est passé. D'ailleurs, au niveau des suspects, il y a un gars qui vivait à proximité, qui était un violeur en série. Bon, les victimes ne correspondaient pas à Corinne Lazzari, l'âge ne correspondait pas, lui c'était des mineurs. Mais bon, il a été arrêté pour plusieurs viols. Jacques Martin il s'appelle. Mais bien évidemment, c'est pas Jacques Martin de la télé. Donc Jacques Martin, ils l'ont entendu en 95. Il a relâché. Ils l'ont réentendu en 2006. Ça a toujours rien donné. Mais bon, c'est sûr que quand il y a une disparition à proximité d'un gars comme ça laisse planer le doute, bien évidemment. Mais après, ça a pu être un gars de passage aussi, qui n'habitait pas le coin. Elle a pu être victime de Francisco Arce Montes, qui passait souvent dans la région. Elle a pu être victime de n'importe qui, hein, au final. Il y avait aussi à l'époque le meurtrier de Lucie Gabarroca qui rôdait dans la région. Bon, il était plus vers Toulouse. Mais bon, Toulouse, c'est pas loin de la Barthelina. Donc voilà, il y a un paquet de suspects. Elle a pu aussi appeler quelqu'un de son entourage, un ami, un collègue de travail, n'importe qui serait descendu de la banlieue toulousaine, l'a récupéré, et qu'après ça est tourné au vinaigre. Elle était aide-soignante à la clinique d'Occitanie à Muret. Est-ce que là-bas elle a fait une rencontre et qu'après ça a dégénéré? Bonne question. Après, notre suspect suivant, c'est Michel Fourniret. Parce que Corinne Lazzari, elle fait partie de la shortlist de 21 affaires qu'a dressé l'ORCVP, dans lesquelles Michel Fourniret et Monique Olivier sont investigués. Alors j'en ai traité déjà pas mal, j'en ai traité déjà une dizaine. Les moins connues, celles où on trouvait quasiment rien dans les médias, pour leur donner de la visibilité. Tout ça, je vous le mettrai en pin comment si ça vous intéresse. Allez jeter un coup d'œil. Alors, Fourniret, à l'époque, il vit à Sarcusine en Belgique. Là, on est complètement de l'autre côté
du pays. Il avait toute la France en travers à traverser pour aller là-bas. Qu'est-ce que c'est qui peut laisser penser à l'ORCVP que Fourniret il est dedans? On va voir ça. Alors, sur cette liste-là, il y a un cluster de plusieurs affaires qui s'étalent sur une période de 9 ans et qui sont plus ou moins éloignés les uns des autres. Bon, le point le plus éloigné l'un de l'autre, c'est 2h30 de route, ça paraît beaucoup, mais pour un tueur en série comme Michel Fourniret, qui était capable de frapper à 3, 4, 5, 6 heures de chez lui, c'est rien. Ces affaires-là, donc dans le sud-ouest, il y a la disparition de la petite Marion Wagon, il y a la disparition d'Emmanuel Sanchez, que j'ai traité il n'y a pas longtemps, je vous mettrai tout ça en pin comment. Il y a la disparition de Pascal Bieguin et celle de Corinne Lazzari. Donc on voit que c'est déjà 4 affaires de disparition. C'est sur une période de 9 ans, ça paraît beaucoup, mais bon. La carrière de criminel de Fourniret, elle était longue. Et il y a un détail qui est troublant, c'est que la disparition de Pascal Bieguin, elle est en quelque sorte semblable à celle de Corinne Lazzari. Dans le sens où, l'âge est à peu près le même. Pascal Bieguin, elle avait 33 ans. Corinne Lazzari, elle en a 29. Et c'est surtout que le véhicule de Pascal Bieguin, il a été retrouvé au bord d'une route aussi. Dans son affaire à elle, on ne sait pas si c'est l'auteur qui l'a déposé sur le bord de la route. On ne sait pas en fait si elle a été enlevée chez elle et qu'après le véhicule a été déposé, ou si elle s'est arrêtée elle-même. Ça on ne le sait pas. Je vous laisse découvrir l'affaire si elle vous intéresse. Mais bon, Corinne Lazzari, on sait que dans tous les cas, c'est bel et bien elle qui a laissé le véhicule, qu'il était bel et bien en panne. Maintenant, pourquoi rapprocher Fourniret de ces affaires qui sont si loin de chez lui? Moi, j'ai pas d'information qui peut le rattacher à ce coin-là. Je sais juste que à une époque, les 2 fils de Olivier, qui ne sont pas les enfants de Fourniret, mais de sa femme, Monique Olivier, ils ont vécu à Perpignan. Perpignan, c'est le sud-ouest, mais c'est l'est du sud-ouest. Là, c'est plus, voilà, c'est plus vers l'ouest du sud-ouest. J'ai pas d'informations pour savoir ce que c'est qui aurait pu les amener là-bas. Et je me demande si Fourniret il est pas tombé là sur la liste de suspects par un rapprochement fait par Anacrim ou par le Salvac. Bon, si vous savez pas ce que c'est Anacrim ou le Salvac, pour faire vite, c'est des logiciels. Quand il y a une affaire criminelle, ils prennent des éléments qui paraissent pertinents, ils les ajoutent dans ces logiciels, et après ces logiciels ils font des rapprochements avec d'autres affaires. Donc là, par exemple, Corinne Lazzari, elle part à pied sur une route avec un bidon à la main. On peut faire le rapprochement avec l'enlèvement et le meurtre de Isabelle Laville, qui a été enlevée aussi alors qu'elle marchait au bord de la route. Bon, c'était en ville, c'était pas le même contexte que la disparition de Corinne Lazzari, mais elle marchait au bord de la route. En plus, bon, Corinne avait un bidon avec elle, Fourniret. Là, le piège qu'ils avaient fait à Isabelle Laville, c'est qu'en fait, ils l'avaient vu les deux, Olivier et Fourniret. Fourniret, il a dit à Olivier, dépose-moi un peu plus loin. Il a pris un bidon avec lui. Olivier, elle a fait demi-tour, elle est allée voir Isabelle Laville. Elle lui a dit, tu veux que je te dépose? Elle l'a fait monter, fait en gros. Et après, ils sont passés, donc Isabelle Laville et Monique Olivier, à proximité de Fourniret. Olivier, elle a dit, oh regarde, il y a un gars qui est tombé en panne, on va le prendre. Ils ont embarqué Fourniret, après voilà, ils
Ils lui ont fait prendre du Rohypnol à la victime, etc. Donc ça, c'est... La victime qui marche au bord de la route, plus une histoire de bidon d'essence, ça peut faire déjà le rapprochement avec Fourniret. Il y a aussi le fait que Corinne Lazzari elle est montée en Belgique et que les Fourniret est monté en Belgique. Mais bon, c'est des rapprochements qui semblent pas vraiment pertinents. À part le fait que la ville et Lazzari le marchaient au bord de la route. Sinon après le bidon, la Belgique et tout, c'est pas pertinent. Par contre, il y a un témoin qui voit une Peugeot blanche, qu'elle décrit comme blanche. Et à l'époque, les Fourniret, ils ont une Peugeot 405 qui n'est pas blanche, qui est couleur claire, crème normalement. Mais bon, la nuit, la témoin, elle a pu dire blanche, alors qu'elle était crème. Donc là, oui, là, c'est sûr que... Voilà, il y a une victime qui disparaît, on voit une Peugeot blanche et les Fourniret qui ont un véhicule qui peut correspondre, là, c'est sûr que c'est un red flag. Voilà. Bon, sinon, j'ai pas pu faire de rapprochement avec d'autres personnes qui ne seraient pas déjà apparues dans l'enquête. Enfin, du moins ce qu'on en sait de l'enquête. Et voilà, donc je sais pas quoi vous dire d'autre. Je suis en train de creuser là toujours certaines pistes, mais j'ai pas eu les réponses que je voulais avoir. J'ai quand même fait la vidéo parce qu'on est aux alentours de la date anniversaire de la disparition. Voilà, hier ou avant-hier, ça faisait 30 ans qu'elle avait disparu. Fallait marquer le coup. Parce que je suis sûr qu'il y a des criminels qui, quand ils ont fait un coup, ils regardent voir à la date anniversaire s'il n'y a pas des trucs qui sortent. Donc, d'ailleurs, j'avais attendu voir s'il n'y avait pas quelque chose qui sortait dans les médias. C'est pour ça que j'ai pas fait la vidéo hier ou avant-hier. Mais il n'y a rien qui est sorti malheureusement à propos de Corinne. Et c'est bien malheureux. Enfin, je voudrais passer un appel à témoins. Si quelqu'un sait quelque chose, tout simplement, je peux pas dire autre chose, c'est que vous parliez. Voilà, 30 ans ont passé. Il faut pas que Corinne, il faut pas qu'elle tombe dans l'oubli et qu'elle ne soit jamais retrouvée. Ses deux parents sont décédés. Elle était fille unique. Donc voilà, il faut vraiment que si quelqu'un sait quelque chose qui parle, que cette pauvre fille, justice soit rendue pour elle. Tout simplement. Dites-moi en commentaire, vous, ce que vous pensez de cette affaire. Et quelle piste vous privilégiez. Ce que vous pensez qui a pu se passer. Qui vous soupçonnez. Dites-moi un peu votre avis. Allez. Bon, si vous avez aimé la vidéo, likez. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre la petite cloche en marche là. Et je vous dis à bientôt, j'ai d'autres affaires à vous faire découvrir. Allez, à bientôt, au revoir.